Dimitri Pavlenko. 8h44, premier conseil des ministres hier, esquisse du futur projet de loi pouvoir d'achat, baptisé priorité du quotidien, fondé une fois de plus, pas sous l'ouverture en grand des vannes d'argent public. Et c'est donc l'État qui va absorber la hausse du coût de la vie, quitte à un peu cacher l'inflation réelle sous le tapis, en tout cas dans les comptes d'Engie et d'EDF. Mais bon, il faut des bonnes nouvelles, ça c'est l'essentiel, surtout ne pas faire de vagues avant les législatives. On ne parle plus beaucoup de la réforme des retraites, présentée pourtant comme la mère des réformes il y a encore quelques semaines. Les Français, répète Emmanuel Macron depuis 2 ans, doivent travailler plus. Bon, on va se garder les travaux d'Hercule pour cet automne. Pour ça, il faudrait de la sérénité et on voit bien que l'affaire Abad n'y est absolument pas propice. Je vous rappelle, le ministre des Solidarités accusé de viol, l'intéressé dément. Voilà un peu le panorama de notre conversation ce matin avec François Calfon, éditorialiste, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va le socialisme en ce moment ? Le socialisme va très bien dès lors qu'il n'a pas décidé d'être en reddition. C'est ça. Après, c'est une grande idée qui vient de Jaurès et de Babeuf, pourrait-on dire, et qui a essaimé partout dans le monde, vous voyez. Ouais. Et quand vous regardez les partis sociaux-démocrates en Europe, ils ont tous cette belle rose qui nous vient du Parti socialiste français. Alors, certes, elle est un peu fanée, mais vous voyez le cycle des saisons, elle pourra reprendre pied dès lors qu'on y mettra le bon engrais. Bonjour Bruno Jeudi. Bonjour Dimitri. Éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. François Calfon est bien parti. Commençons avec cette affaire Abad, politico-fait divers. C'est un petit peu les deux, mais ce qui, évidemment, il y a une dimension politique. Alors, il s'exprime dans le Figaro, Damien Abad, de manière indirecte. Il explique qu'il savait que Mediapart allait sortir un papier sur les accusations de viol. D'ailleurs, Mediapart l'avait contacté, il a répondu tout en préparant un démenti dans lequel il va assez loin quand même dans les révélations sur sa vie intime. Et il dit, cette histoire, ça fait 10 ans qu'elle me colle au basque, qu'elle ressort à chaque moment clé de sa carrière. Est-ce qu'il y a, quelle lecture politique vous faites, vous, de cette histoire-là, Bruno Jeudi ? Alors d'abord il y a la situation personnelle de Damien Abad, puisque c'est vrai qu'il y a eu 2 plaintes, l'une elles ont été classées sans suite, l'autre, la deuxième affaire n'a pas fait l'objet d'une plainte, mais on a entendu la victime présumée envisager de le faire, on verra. Donc pour l'instant Damien Abad devrait bénéficier, comme tout à chacun, du principe de présomption d'innocence. Ah oui, mais vous avez vu... Mais on est passé du principe de présomption d'innocence au principe de précaution. Voilà, voire au principe d'accusation. L'acte d'accusation suffisant à faire partir le ministre. C'est toute la situation. Mais moi, hier, j'ai été frappé par 2 choses. C'est-à-dire qu'aussi, vous avez ce qui se passe, Damien Abad est nommé, c'est la seule prise de guerre d'Emmanuel Macron dans ce gouvernement, puisqu'il était président du premier groupe d'opposition dans la mandature sortante, donc c'est quand même une personnalité importante. Et ce qui se passe, c'est que depuis dimanche, moi j'ai entendu à la fois Elisabeth Borne parler de cette affaire sur un ton manifestement agacé, pour ne pas dire en colère. Donc en disant je n'étais pas au courant. Voilà, on sent qu'Elisabeth Borne a envie de faire un acte d'autorité sur cette affaire. Elle a envie évidemment que ne pas voir son action parasitée. Elle a voulu faire démarrer son magistère de Premier ministre sous le thème de la fierté des petites filles rendues parce que c'est une femme et puis là, tout à coup, elle se trouve en quelque sorte fauchée. Le président de la République ayant une lecture un peu différente, le président de la République voulant, lui, que ce soit la justice qui fasse. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai entendu la porte-parole hier du gouvernement, Olivia Grégoire, non pas évoquer le principe de présomption d'innocence, mais l'impunité zéro. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on est passé... Vous vous souvenez, il y avait il y a quelques années l'affaire François de Rugy. François de Rugy, en 8 jours, il n'avait pas tenu. Mais il y avait des photos, il y avait des homards, il y avait des choses, quoi. Oui, mais enfin, il n'y avait pas non plus d'enquête judiciaire, il n'y avait pas... et il n'a pas tenu. Et surtout, il n'a pas été beaucoup soutenu par la majorité de l'époque. Oui, et moi, je me demande qui va soutenir Damien Abad aujourd'hui, dans ce gouvernement et dans cette majorité. J'entends des responsables de la Macronie, enfin de Renaissance, dire que ce n'est pas tenable, ça ne pourra pas tenir. François Calfon, alors, ce matin... Madeleine Da Silva, donc, qui fait partie de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, à l'origine du signalement à La République En Marche, à LR, et au procureur de la République du cas Abad, s'explique. Elle dit ensuite, voilà, on savait qu'il y avait ça. Comment se fait-il qu'il soit toujours au gouvernement ? Quelle lecture vous faites, vous, de cette affaire Abad, François Calfon ? Plus généralement, il y a aussi l'affaire Bouaf. Enfin, je veux dire, il y a tout un contexte sur les violences faites aux femmes qui sont
perçu dans la société à juste raison comme insupportable. Simplement, on a l'impression que maintenant c'est devenu une arme de destruction politique massive. Donc, je rejoins ce qu'a dit Monsieur Jeudi, Bruno Jeudi, c'est qu'il faudrait y apporter de la rationalité pour la personne des femmes qui méritent la considération de la justice, mais aussi pour la sérénité du débat public. Aujourd'hui, on ne sait plus quel est l'émetteur. Alors, tantôt on nous explique que les femmes ne souhaitent pas, parce qu'il s'agit d'une personne racisée, finalement passer sous les fourches caudines de la justice. Tantôt on nous explique que tel témoignage a été recueilli par telle et telle femme qualifiée à recevoir la parole des femmes, mais ça ne fait pas l'objet d'une poursuite. On aimerait qu'il y ait deux choses, c'est-à-dire l'objectivité, et ce qu'on appelle la justice finalement, des gens qui représentent les intérêts de la société. Et puis en ce qui concerne le gouvernement, l'exemplarité, parce que tout le monde focalise sur l'affaire Abad, mais je crois que le ministre de la Justice lui-même, qui a été maintenu... Qui sera jugé pour prise illégale d'intérêt. Voilà, fait l'objet de 2 mises en examen pour prise illégale d'intérêt. Il va sans doute comparaître devant la Cour de justice de la République, alors qu'il doit se déterminer en tant que ministre sur le maintien ou non de la dite Cour. Et je ne ferai pas, parce que moi je n'aime pas ça, mais enfin quand même, je ne ferai pas la litanie des candidats de la République En Marche qui sont mis en cause sur des affaires de harcèlement en particulier, pas d'ailleurs que du harcèlement sexuel, et qui ont été réinvestis. Il a fallu beaucoup de temps pour que M. Soler soit écarté, malgré ses 13 mises en examen de la candidature. Voilà, l'exemplarité, moi j'aimerais entendre Madame Grégoire se prononcer sur toutes ces affaires-là. En tout cas, ça a fini de pourrir le climat de la campagne électorale qui devrait être focalisé sur les sujets des Français. Et surtout plomber la rentrée du nouveau gouvernement, parce que hier, on a vu le point presse de Madame Grégoire, c'était une bonne partie consacrée à Monsieur Abad. Et de la journée, il n'en est pas resté grand-chose. J'ajouterais qu'on a un gouvernement qui n'est pas là pour répondre finalement. On sent beaucoup de machiavélisme de la part de Monsieur Macron, qui finalement a sorti comme un atout de la Manche le ministère de Monsieur Pape Ndiaye, mais tout cela n'est pas à niveau. On voit bien que les Français ne vous parlent que d'une chose, du pouvoir d'achat, de leur angoisse face à la... On en parlait hier au Conseil des ministres. Mais je trouve que les réponses ne sont pas à niveau. Alors tiens, le cas Pape Ndiaye est très intéressant. Donc le nouveau ministre de l'Éducation, je vous lis en résumé la théorie de Guillaume Tabar du Figaro ce matin. Pourquoi est-ce Pape Ndiaye qu'Emmanuel Macron a choisi pour aller à l'Éducation nationale? Et alors, voilà ce que dit Guillaume Tabar. Il dit en substance, Pape Ndiaye, c'est pas un indigéniste extrémiste, c'est un racialiste modéré, donc sensible aux questions raciales, mais sans en être un obsédé total. Et alors, ce que dit Guillaume Tabar, c'est qu'en fait, Pape Ndiaye serait plus à même que Jean-Michel Blanquer, qui est assez raide sur les questions de laïcité, de faire admettre la ligne universaliste au monde de l'école et de la jeunesse qui s'y est fermée, faute d'une présentation dans laquelle elles se reconnaissent. Donc vous prenez quelqu'un qui est sensible au discours adverse pour faire passer la ligne gouvernementale. C'est ça, ce serait ça le calcul d'Emmanuel Macron. C'est quand même compliqué, Bruno Jeudi. Ouais, c'est assez subtil. Je pense que d'abord Est-ce que c'est ça, ou est-ce que vraiment il y a une conversion d'Emmanuel Macron? Non, je pense pas qu'il y ait de conversion. Je pense qu'Emmanuel Macron a toujours été un peu sur cette ligne-là, en fait. Des minorités. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a jamais été un ardent laïcard, ou il a jamais été vraiment sur une ligne aussi carrée que celle de Jean-Michel Blanquer. Il revient plutôt à sa position initiale, où il essaie de trouver une position médiane, une position adaptée selon lui à la société française d'aujourd'hui telle qu'elle est, et essayer de faire progresser l'universalisme républicain, la laïcité dans... L'universalisme, je rappelle, c'est vous êtes français, quelle que soit votre couleur de peau, et la France accueille tout le monde, si tant est qu'en face on veuille de la France. Mais il fait ce constat-là, et il pense qu'aujourd'hui Pape Ndiaye est mieux à même de faire progresser ce qu'il veut, et surtout, je pense... Je ne sais pas si c'est dans le papier du confrère Guillaume Tabar, mais il y a aussi cette idée de renouer avec le monde des enseignants. Je pense qu'il y a aussi, et puis bon, après on peut aussi envisager les calculs politiques, mais je crois que c'est ça au départ qui se cache derrière la nomination de Pape Ndiaye. Moi, je pense que, en tous les cas, je l'ai dit ici déjà vendredi, je crois qu'il faudra juger Monsieur Ndiaye ministre, et pas seulement par rapport à ses écrits d'universitaire.
affaire dont on connaît les tenants et les aboutissants. Donc vous n'êtes pas trop principe de précaution à l'égard du cas Pap Ndiaye? Non, on le jugera sur place. Voilà, il est nommé. François Calfon. Déjà, quand même, avant toute chose, l'halalie de l'extrême droite sur Pap Ndiaye. Pas seulement. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que l'extrême droite qui attaque Pap Ndiaye. Est-ce que je peux prononcer une phrase? Non, comme mais ça, vous savez que j'ai toujours l'habitude de construire un raisonnement. Mais avant toute chose, l'halalie de l'extrême droite sur Pap Ndiaye était suspecte. Après qu'il y ait un débat, c'est d'ailleurs ce que j'ai tweeté sur cette affaire, qu'il y ait un débat sur l'universalisme républicain, celui-ci est légitime. Mais enfin, il y a eu une sorte de raid contre la personne même avant qu'il ait ouvert la bouche en tant que ministre qui était tout à fait scandaleuse. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je n'ai pas la même lecture, sur la sincérité de M. Macron. C'est le en même tentisme poussé à l'extrême. Vous avez d'un côté M. Darmanin qui est maintenu à l'intérieur et qui ne supporte aucune critique à l'endroit de la police. De l'autre côté, le ministre de l'Éducation. Donc j'entends et je respecte ses propos. En tant qu'il est un intellectuel qui nous dit qu'il y a des violences systémiques de la police, parce que c'est en substance ce qu'il dit. Et puis le troisième, Monsieur Dupond-Moretti, qui est encore sur une autre ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au sein d'un même gouvernement, vous avez toutes les lignes et à l'arrivée, une absence de ligne. La deuxième chose, c'est que Monsieur Pap Ndiaye est extrêmement corseté. Ça a été peu remarqué, comme tous les ministres. On lui a imposé son directeur de cabinet, qui est un fidèle de Jean-Michel Blanquer, sa chef de cabinet. Tout le cabinet lui a été imposé. Et j'ai envie de dire, peut-être, je souhaiterais que ce soit de son propre chef, c'est plutôt un bon signal. Sa première visite n'est pas l'expression d'un wokisme. Il est allé à ce collège saluer la mémoire de Samuel Paty, ce qui est plutôt une bonne chose. À l'arrivée, le macronisme n'est qu'un confusionnisme, et c'est pour ça que nous ne parlons que de l'accessoire, mais pas de l'essentiel, c'est-à-dire les préoccupations des Français qui ne se retrouvent absolument pas dans la manière dont ce pays est guidé. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. Il y a quelque chose qui est assez frappant, Bruno Jeudi, c'est qu'en 2 mois, on voit que l'ordre des priorités s'était inversé. Il y avait le pouvoir d'achat, oui, mais surtout les retraites, la structure du pays qu'il faut réformer, parce que c'est dans les 10 ans à venir que ça va se jouer. Et là, on voit que l'urgence immédiate du pouvoir d'achat l'emporte sur tout le reste. Et les retraites, c'est repoussé au calendrier grec. En tout cas, à l'automne, semble-t-il. Les retraites ne sont plus évoquées dans la bouche des responsables. Alors, il y a eu dimanche une petite expression d'Elisabeth Borne sur la question. Enfin, hier, au Conseil des ministres, c'était elle dit qu'il n'y a pas de tabou sur 65. Il n'y a pas de tabou, mais enfin bon, c'est repoussé. Il y a une expression, les proches d'Emmanuel Macron disent « il ne réformera pas au son du canon ». Je trouve que ça résonne comme quelqu'un qui repousse déjà à plus tard les réformes essentielles. Le pouvoir d'achat très important, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas ce qui va guider le quinquennat. Voilà, la peur de la crise sociale. On sent que la vaccination gilet jaune est toujours efficace. Merci à tous les deux. François Calfon. Merci à vous. Bruno Jeudi, Paris Match, il est 8h56.